Hey! Hi! Ça va? Yeah, t'as un nice outfit. Toi aussi, t'as un nice Merci. outfit. Pour ceux qui écoutent juste en audio, on porte des gilets jaunes. Alors moi, il est orange, Oui. à bande jaune. Voilà. Vraiment très réfléchissant. Et tu sais quoi? Yes. Je reviens de Montréal et en préparant l'émission dans l'avion, tout à l'heure, je me suis dit, j'aimerais vraiment avoir ça. Et j'en avais pas. Ah. Et quand je t'ai vu tout à l'heure arriver et en ramener, my God, c'était parfait. C'est meant to be. C'était parfait. Alors pourquoi on porte ça, Mélo? Ben parce que c'est cute. Non, je sais pas. C'est un fashion statement. Non, c'est parce que c'est un peu Paris est en feu. Voilà. Et donc gilet jaune, ça s'est rattaché beaucoup au mouvement de grève et de de soulèvement, d'injustice multiples maintenant, pas juste une cause spécifique en France. Donc voilà, c'est relié aux manifs qui se passent. On est à fond dedans et puis c'est pour montrer un peu notre support à Voilà. ceux et celles qui foutent tout en feu en ce moment. Exactement. Vraiment intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, nous on est des grands admirateurs de la démocratie Yes. en général, pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et on se rend compte que la France n'a pas trop compris les règles du jeu actuellement. Emmanuel Macron n'a pas compris comment ça fonctionnait la démocratie. Et donc le peuple est en train d'essayer de lui rappeler comment ça marche. Et ça se passe plutôt bien. On essaie de suivre un peu en direct la situation. On va pas faire que ça. Non. Mais globalement, voilà, il se passe des choses en France et ça. C'est surtout hier que ça a vraiment explosé là, donc tu sais parce que c'était un peu up and down. Bon, il y a des échanges, etc. Il y a des grèves, mais là vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment déclenchés hier. Donc on va revenir dessus parce que ce soir c'est pareil. Ils y sont retournés. Du coup, voilà, c'était notre manière de soutenir un petit peu aussi ce mouvement social. Vous savez qu'on est un petit peu de ce bord-là. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Voilà. On est pour le pouvoir du peuple, voilà. Et attention, quand on dit pouvoir du peuple, c'est le pouvoir qui réunit le peuple dans son ensemble. Oui. C'est pas pour une équité. C'est ça. Et c'est pas les 2% d'anti-vax qui vont se réunir avec leur gros camion au centre d'Ottawa, tu vois. C'est pas le même combat. Tu vois, il y a un combat qui est un peu différent là, voilà. Donc nous on fait partie de ce bord-là et on n'a aucun problème à l'assumer. D'ailleurs, ça se voit bien aujourd'hui. Merci encore. Oui, on est juste un peu visible. Et en plus, n'oublions pas. Mais en plus que tout notre comme design et tout est genre orange et jaune, donc là c'est intense. Je pense qu'on l'avait annoncé lorsqu'on a fait ce changement de couleur, de design. On a dit, il va faire plus chaud cet été, ça va être compliqué, donc on va rehausser des couleurs chaleureuses. Voilà. Et on a dit, si ça continue de chauffer, ce sera tout rouge tout le temps, partout. On est peut-être en train d'y arriver politiquement, socialement, puis au niveau de l'écologie, on s'approche peut-être d'un tout rouge. Ce qui n'est pas pour, en tout cas personnellement, me déplaire. Sauf pour l'écologie, j'aimerais bien que ça. Moi, ça serait mieux que ce soit vert plutôt, mais bon. Exactement. Vert et rouge, ce serait vraiment bien. Tu vois, les pastèques, c'est parfait. Enfin, melon d'eau. Mais oui, pour Noël prochain, ce serait parfait, tu vois. Ok. Alors, comme d'habitude dans l'émission, semaine dernière, on a fait vraiment une émission très différente, un samedi, et c'était vraiment bien. Ouais. Mais je suis tellement reconnaissante aux invités. Tu sais, c'est. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais pour l'instant, on ne peut pas payer nos invités. C'est vraiment des personnes qui viennent bénévolement. Parce qu'ils ont envie d'échanger et pour une raison ou une autre, ils ont envie de nous parler, ce qui est cool. Exact. Donc, c'est encore plus apprécié parce que ça vient vraiment du cœur et de passion et de juste envie d'échanger. Carrément. En général, des idées et des C'était réflexions. vraiment cool. Et voilà. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir l'émission de la semaine dernière, c'était spécial sur la Journée internationale des droits des femmes et on avait 4 invités qui ont parlé toutes et tous de sujets vraiment intéressants. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, c'est sur YouTube. Vous pouvez retrouver et vous pouvez aller retrouver des petits extraits, des shorts, des reels sur Instagram et YouTube aussi. Des morceaux un peu choisis, quoi. Donc n'hésitez pas à nous suivre un petit peu sur les réseaux si vous pouvez et n'hésitez pas à prendre de l'argent à Jeff Bezos si aussi vous pouvez. Si vous êtes sur Twitch et que vous avez un compte Amazon Prime et que vous regardez cette émission là maintenant, n'hésitez pas à vous abonner avec votre compte Amazon Prime, ce sera gratuit pour vous et pour nous ça nous permet de gagner 1 ou 2 dollars par mois, un truc du genre, et avec cette petite somme on espère pouvoir payer bientôt notre journaliste qui a été sélectionné et qu'on aura à partir du 1er avril je pense, parce qu'on va peut-être décaler l'émission du 31. Donc, parce que la vie d'Halifax est riche. Exactement. Riche en événements. Hein. On garde ça spécifique. Riche en événements francophones actuellement. Voilà. Pas riche tout le temps. Voilà. Sinon, on n'aurait pas des gilets jaunes, on porterait des costards comme tout le monde. Et puis voilà.
Moi, mais à ce moment-là, on n'irait pas à des événements, je pense. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. On ferait notre propre musique de salon chez nous. Alors, au sommaire de ces actualités, on va parler de la démocratie en France. Vous savez, elle se porte bien. Elle est flamboyante actuellement. Flamboyante, donc... C'est un hot topic. C'est vraiment un hot topic, exactement. On va parler d'un deuxième sujet qui pourrait être plus ou moins lié quand même. C'est la crise bancaire et notamment la faillite d'une des banques de la Silicon Valley qui était une banque dédiée aux startups, donc c'est-à-dire aux jeunes pousses. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit en français de Montréal. De Montréal. De Montréal, parce que j'en reviens. Ensuite, on va s'intéresser à un phénomène qui a été un peu poussé par le gouvernement tunisien, et notamment un homme fort du gouvernement tunisien, le président, qui a carrément lancé des attaques racistes contre les réfugiés et les immigrants du sud du Sahara. Et ça a transformé la Tunisie en une sorte de nation ultra agressive. Alors, il y a eu des il y a eu des gens qui ont soutenu ça, mais en gros, voilà, il se passe des choses au niveau de la Tunisie, c'est intéressant de les regarder. Puis des bonnes nouvelles quand même. Quand même. Donc, non, les deux sont bien. Ouais. Non, les deux sont cool. All right. Bon, vous connaissez. Visuel est fantastique. Oui. Donc, pour les gens qui nous écoutent en podcast. Good for you, vous n'avez pas cette image dans. Ah non, elle cerveau. risque de vous hanter un petit peu. Donc, vous connaissez ce mime, c'est celui où il y a une petite fille qui pose tout sourire devant un camion de pompiers et une maison en feu. Voilà. Et là, ce n'est pas une petite fille, puisque c'est Emmanuel Macron qui a déclenché les hostilités depuis un certain temps. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais là, ça mérite quand même un petit rappel sur ce qui se passe. Emmanuel Macron a été réélu président de la République l'année dernière, en mai dernier. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on fait ce podcast aussi, c'est que pendant cette campagne présidentielle, il y a eu pas mal de choses, et notamment une grosse montée de l'extrême droite en France. Et nous, voilà, c'est ce qui nous titille un petit peu. On voulait comprendre et on voulait savoir, est-ce qu'on peut pas occuper le terrain avec autre chose que des fachos, avec autre chose que du racisme, avec autre chose que de l'antisémitisme, avec autre chose que de l'homophobie, de la transphobie, du sexisme. Donc du coup, on s'est dit, on va faire un show où on est plutôt de l'autre bord, où on accepte tout le monde et c'est cool et on veut partager les richesses. Donc c'est un peu comme ça que c'est né. Emmanuel Macron a été réélu à la présidence de la République en mai dernier, avec... comment peut-on le dire, une légitimité qui n'est pas de ouf. Ouais, c'est ça. C'était quand même très proche. C'était très proche et surtout, on est dans un moment démocratique vraiment étrange en France puisqu'on a vraiment 4 gros blocs. On a un premier bloc qui est le bloc d'Emmanuel Macron, qui est le bloc globalement des personnes âgées. Qui votent majoritairement Emmanuel Macron. Donc, les gens très riches et les personnes âgées qui aiment bien la sécurité. Voilà. Le second bloc, c'est un bloc d'alliance de gauche. Donc, qui va de très loin jusque même au Parti Socialiste, qui a été le parti de François Hollande, donc le précédent il y a 2 mandats. Qui sonne très à gauche, mais qui l'est vraiment pas. Pas. Mais on a quand même cette union des écologistes et de la gauche, voilà, du socialisme jusqu'à l'anticapitalisme, globalement. C'est ça. De l'autre côté, on a les fachos. Qui étrangement en fait avant avait il y avait une sorte ce qu'on appelait le cordon sanitaire entre la droite ce qui pourrait être les conservateurs tu vois ici tu vois et l'extrême droite. Donc en gros la droite ne se mélangeait pas. Oui, c'est ça. C'était genre non on est peut-être à droite mais on n'est pas des fachos quoi. Exactement. Or et pour des raisons historiques, et les raisons historiques c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. On parle souvent de la fin de la Seconde Guerre mondiale comme un grand tournant politique partout dans le monde, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment à la fin de la Seconde Guerre mondiale que la plupart de ces équilibres-là se sont créés. Et le traumatisme du nazisme empêche par nature de voir des partis d'extrême droite arriver au pouvoir. Mais comme ça s'éloigne dans le temps, là, ce nazisme-là, ça fait que des fois, ça revient. Les fachos reviennent plus ou moins, tu vois, qu'ils soient en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, un peu partout là, tu sais. Donc, voilà, ça fait que la droite, elle, avec l'extrême droite, commence à former un bloc de ce qu'on va appeler un bloc plutôt nationaliste, tu vois, même pas un bloc patriotique, plutôt un bloc nationaliste, tu vois, qui est anti-immigration, qui est anti-assistanat, voilà. Et puis il y a un 4e bloc, donc là on a cité le bloc central avec Emmanuel Macron, les riches et les vieux, la gauche écologiste et sociale et solidaire, la droite et l'extrême droite mêlés ensemble, donc les fachos, globalement, les fachos et les pro-petit patronat, on va dire, voilà.
Et le dernier bloc, c'est le bloc des abstentionnistes. C'est ceux qui ne se déplacent pas pour aller voter dans des élections. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Ouais. En fait, ces 4 blocs représentent à peu près 25%. Ouais. Donc, quand tu fais la somme, tu es à peu près à 100% de la population française qui pourrait voter, se retrouve dans ces 4 blocs. Ouais. Or, la Constitution française n'est pas faite pour fonctionner ainsi. La Constitution française que l'on a actuellement, la 5e République, elle est héritée de Charles de Gaulle, qui l'a réécrite après mai 68, et notamment avec plus de pouvoir au président. Mai 68 qui représente un moment aussi de beaucoup de manifs, c'était Exactement. très mené par les étudiants. Ça... Qui a été repris après par les ouvriers, etc. Ouais. Donc toujours les moments de tension forte poussent les gouvernants à repenser aussi la démocratie, etc. Yeah. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre parce que cette 5e République, elle n'est pas faite pour avoir plein de blocs différents. Cette 5e République, elle est faite pour avoir une alternance. Ce qu'on appelle l'alternance, c'est à chaque élection ou toutes les 2 élections, il y a un changement. Et on reste dans des partis plus ou moins centre-gauche, centre-centre, centre-droit. Donc il n'y a jamais vraiment trop de changements, tu vois. Ouais. Or, on arrive à un moment de l'histoire du monde, de la France, mais aussi du monde en général, avec les questions écologiques, la question du partage des richesses, les gens de plus en plus pauvres. La mondialisation a fini sa transformation, c'est-à-dire que notre production, elle est partie dans les pays à bas coût, ce qui fait que la plupart des pays développés, entre guillemets, n'ont plus que des services, c'est-à-dire du service aux uns et aux autres, mais ils ont très peu de production. C'est-à-dire que les emplois ne sont plus des emplois qu'on va appeler des emplois ouvriers, ou des emplois du prolétariat, tu vois. Et donc cette mutation a vraiment changé aussi l'ordre des choses. Absolument. Que font les ouvriers ? Les ouvriers, majoritairement, qui étaient, après la Seconde Guerre mondiale, de gauche, et qui occupaient une grosse partie de la masse des travailleurs avec les fermiers, et celle-là se retrouve vraiment déclassée. C'est-à-dire que soit elle prend des jobs de merde, parce que ouvrier, t'avais de quoi faire une vie d'ouvrier digne. Tu vois? Mais là, c'est tout déplacé dans d'autres pays où je peux payer quelqu'un moins cher pour faire la même job. Je suis un job creator, mais je vais le créer quelque part d'autre parce que je peux me sauver quelques scènes ici et là. Exact. Et ces ouvriers, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils n'ont plus de job, leur usine ferme. Alors, tu te réadaptes comme tu peux. Exactement. Et si tu es dans des régions, surtout plus rurales, il y a un certain montant d'options. De travail. Alors, c'est là où tu vois vraiment les effets extrêmes de la précarité d'un coup, quoi. Et c'est ça, on voit cette montée-là aussi, où, c'est aussi là où tu vois les gens aller plus vers la droite, parce que tu as la droite qui donne le message de « nous, on est là pour les petits gens, on est là pour vous, ouvriers, qui se sont fait marcher dessus par ceux qui portent des costards ». Oui, les lois qui et les immigrants. Et les immigrants qui prennent votre travail. Voilà, comme donc, en gros, on va vous donner une solution simple. Voici les méchants, vous êtes les gentils. Parce que c'est simple et rassurant comme message. Un rappel que tout ce qui est simple comme solution n'est en général pas une vraie solution. Mais donc, tu sais, c'est ces messages-là qui sont donnés. C'est rassurant. Donc là, ça fait... Ça va t'amener de plus en plus proche à suivre d'autres choses, etc. Alors, ça crée ce balancier qui est un peu dangereux. Un peu dangereux. Et en même temps, là, justement, ce qu'on est en train de voir, c'est... c'est là où j'en étais, excuse-moi. La France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a créé une sorte de protection universelle sociale pour que tous les Français soient protégés contre tous les risques de la vie. C'était ça le projet. C'est de dire, la France a été en guerre, les Français doivent être protégés. Donc en gros, l'idée c'était de protéger contre la maladie, protéger contre le chômage, aider dans le cas où tu as une famille, donc avec les allocations familiales, et également faire que tu ne dépendes pas de tes jeunes quand tu vieillis, et donc la retraite. Donc en gros, il y a ce gros package là qui protège tous les Français contre tous les risques de la vie. Et ce package tient depuis les années 1949-50 quand c'est mis en place, tu vois. Ce package tient et permet aux Français et aux retraités français d'être parmi les mieux lotis pendant nombre d'années, tu vois. Et ce paquet tient vraiment bien. Jusqu'à ce que dans les années 60, on commence, 60, 70, 80, 90, c'est vraiment les années où on va commencer à détricoter ça parce qu'il y a un problème. Le patronat ne peut pas faire d'argent sur la protection. Tous les Français s'assurent contre tous les risques de la vie.
tout seul. Oui. Et donc, il n'y a pas de bénéfices et d'argent à faire dessus. Ici, au Canada ou en Amérique du Nord, en général, il n'y a pas de protection universelle toute seule. Il y a certains régimes qui sont intéressants. Genre, moi, j'ai trouvé que le chômage canadien était plutôt pas mal fait. Tu touches pas grand-chose, mais c'est plutôt pas mal fait. La santé, c'est pareil. En tout cas, en Nouvelle-Écosse. Au Québec, tu as le bien-être social aussi qui marche plutôt pas mal. Donc, il y a quand même des endroits où ça se passe à peu près de la même manière, tu vois. Mais il y a une place énorme qui est laissée aux entreprises privées pour compléter, tu vois. Faut qu'en gros, le matelas social soit pas suffisant pour que tu puisses en vivre dignement. Oui. Et t'as vraiment... Et ça, c'est partout. C'est pas juste... Au Canada, c'est pas juste en France, mais c'est ça, les 60, 70, 90, c'est genre 40 ans là, de continuité, mais surtout 80, 90 où, néolibéralisme... On laisse les industries s'incruster ici et là. Une banque a le droit d'offrir 45 différents services à la place de seulement être une banque. Elle peut aussi faire de l'assurance. Elle peut aussi te donner je sais pas, tu peux aller chercher de l'argent pour acheter une maison, etc. Cool, une hypothèque au même endroit. En fait, c'était pas comme ça avant, mais OK. Et on n'y pense pas parce que c'est devenu standard. Et c'est pratique. C'est super pratique. Il y a un guichet unique. Super. Mais en fait, ça donne tout le pouvoir à quelques institutions et c'est super dangereux. Exact. Parce que mais on va revenir à ça plus tard. On va revenir aux banques juste après parce que justement on est dans un moment bizarre des banques. Mais c'est ça, c'est là où ça consolide plein d'affaires et ça donne plein de pouvoir aux industries privées. Et le plus de pouvoir, le plus de lobbyisme, et le plus de lobbyisme, le plus qu'on peut donner de l'argent et convaincre les gens. Le plus de profits qui vont dans les poches de ceux qui possèdent ces entreprises-là. Exact. Donc c'est toujours ça, et donc ça crée un écart entre les gens qui travaillent dans ces entreprises et les gens qui juste les possèdent et qui n'y travaillent même pas, tu vois, et qui du coup gagnent de l'argent. Donc voilà où on en est de l'histoire de France, avec ces 4 grands blocs. La 5e République n'est pas faite pour gérer 4 grands blocs comme ça, ce qui fait que après l'élection d'Emmanuel Macron, qui s'est faite, un peu par défaut, tu vois. En gros, comme d'habitude, depuis 2002, avec Jean-Marie Le Pen qui arrive au second tour. Jean-Marie Le Pen qui est une des têtes d'extrême droite en France, qui est une ordure finie. Qui fonde le Front National avec des anciens nazis. Donc, qui a fièrement été à la guerre en Algérie pour torturer des Algériens, pour nettoyer le territoire. Exactement. C'est une ordure. Voilà. Donc, faut pas... Non, c'est ça. C'est aussi... Jean-Marie Le Pen. Mais en gros, depuis qu'il est là, la présence de l'extrême droite en France est plus ou moins importante. Oui. Au moins, elle est visible et les gens, quand je dis, ils savent qu'elle existe. Avant, c'était pas possible. Non. C'était pas possible. Donc, bonne image ou non, parce que même les gens d'extrême droite, des fois, étaient comme, il est un peu intense quand même. Non, mais en plus, ils faisaient des... Non, mais vraiment, c'est vraiment une grosse merde. Homophobes, sexistes... Tout. Juste tout. Xénophobe, bref. Mais tu sais, c'est la grande gueule qui est constamment là et c'est du entertainment. Donc aussi les médias qui, eux, avec les changements de consommation de médias, ils ont de plus en plus besoin de contenu et du contenu facile, c'est une grande gueule qui dit n'importe quoi pour de la nuance. Et on le voit encore maintenant, les grandes gueules qui disent n'importe quoi. D'ailleurs, c'est le nom de l'émission, tu vois, qui est sur C8, où en fait, en gros, nous on est un peu les grandes gueules, mais de gauche, tu vois. Tu vois, nous c'est l'inverse. On gueule et on chiale surtout, mais on est de l'autre côté de la barrière. Le but, c'est d'occuper le terrain, on l'a dit. Mais c'est ça. Exact. Et donc, dans cette histoire, la 5e République n'est pas faite pour ces 4 grands blocs. Emmanuel Macron est élu par défaut, et il dit quelque chose d'intéressant et d'important au moment où il est élu. Il dit « Je sais bien que nombre d'entre vous n'ont pas voté pour moi pour mon projet. Et en gros, votre vote m'oblige. » C'est-à-dire, en gros, quand il dit ça, il sait très bien que les gens ont voté contre l'extrême droite et non pas pour le néolibéralisme. Voilà. À ce moment-là, tu vois. Voilà. Surtout avec l'écologie qui part enfin, tu vois, avec la situation planétaire, etc., etc. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le second mandat d'Emmanuel Macron, le début, ne peut pas être serein. Non. Tu peux pas piloter l'avion comme s'il y avait un seul pilote. Non, il y a 4 pilotes, il y a un pilote, il y a un bloc qui est l'abstention, un bloc qui est l'extrême droite, un bloc qui est la gauche et un bloc qui est les vieux et les riches avec Emmanuel Macron. Globalement. C'est un peu ça, tu vois. Et en gros, quand il arrive au pouvoir, derrière, on a les élections législatives. Donc, c'est là où ces 4 grands blocs confirment leur formation, tu vois. Et on les retrouve à l'Assemblée nationale, qui est le Parlement français. Or, le Parlement français, la plupart du temps, c'est lui qui valide un peu les lois.
Lui et le Sénat, qui est une sorte d'autre parlement, un parlement de vieux, appelons-le comme ça. Les vieux politicards installés sont au Sénat, les jeunes politicards qui viennent d'être élus sont à l'Assemblée, si je dois schématiser un petit peu. Et en fait, Emmanuel Macron, qui lui est il n'a pas son brevet de pilote, parce que tout le monde veut lui arracher, tu vois. Et il dirige un petit peu l'avion de la France comme si tout lui était dû. C'est ça. Et comme si il pouvait tout faire. Il a tracé le chemin, il le suit sans poser de questions. Exact. Et là, ce qui est en train de se passer et qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a poussé, il a eu, je ne sais pas pourquoi, mais en France, comme on l'a décrit, là, depuis les années 80, 90, etc., il y a un totem sur les retraites. C'est-à-dire qu'en gros... il faut faire payer plus le travail et c'est-à-dire qu'en gros les travailleurs doivent payer plus pour leur système de protection sociale pour permettre de dégager des marges pour le patronat et le capital en gros. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc rogner sur la retraite, parce que qu'est-ce que c'est que la retraite ? C'est un salaire à vie que tu choisis et tu choisis d'en faire ce que tu veux une fois que tu es à la retraite. Et ça, le patronat déteste. Il déteste ça. Des gens sont payés à ne rien faire. De l'argent gratuit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors que les mecs, tout le monde, c'est clairement pas gratuit parce que t'as travaillé pour, là. Mais t'as cotisé toute ta vie, tu vois. Mais eux, ils détestent, tu vois. Donc en gros, tout ce que tu peux rogner sur la retraite, c'est bien, parce qu'en plus, ça va faire que les gens, comme au Canada, vont être obligés de s'assurer en plus, quelque part. Donc dans une compagnie privée, acheter de l'immobilier, blablabla. Tu vois, donc il y a toutes ces questions-là. Et là, Emmanuel Macron veut amener cette réforme des retraites sur la table parce qu'il y a cette question aussi du totem. C'est-à-dire qu'il y a plein d'hommes politiques français qui, avant lui, n'ont pas réussi à faire ça. La retraite leur a échappé. C'est pas possible de réformer le système des retraites, tu vois, c'est très compliqué. Et lui, pour lui, c'est un totem. Et il est parti bille en tête, il est parti comme un forcené sur ce truc-là. Or, ce qui change par rapport au mandat précédent, c'est que Emmanuel Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, il peut pas juste dire... Moi, je veux. Oui, c'est ça. Et les représentants du peuple, comme c'est mes copains, ils votent pour. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que c'est pas du tout ça ne marche pas du tout. Et donc, il emploie un stratagème de la Constitution qu'on appelle le 49.3. C'est un truc que vous allez beaucoup entendre si vous regardez un petit peu les actualités françaises actuellement. C'est le fait de dire... Le gouvernement engage, le gouvernement, du coup, le Premier ministre, ici, Elisabeth Borne est la Première ministre de France, le gouvernement engage sa responsabilité et décide de ne pas faire voter un texte, mais de l'adopter quand même. C'est ça. Le truc le plus antidémocratique que tu puisses savoir. Tu vois. C'est ça. C'est le genre de mesure qui a clairement été créé pour des moments de crise ou d'urgence où tu as besoin de faire passer certaines choses très rapidement, comme, je sais pas, s'il y a une guerre ou quelque chose comme ça, et il faut avancer vraiment vite. Fair enough. Mais là, c'est quelque chose littéralement à être débattu. Non. Et ça devrait pas être débattu parce que ça devrait pas être projet de loi. Mais tu vois, la retraite, l'histoire derrière la retraite aussi, c'est que pourquoi Emmanuel Macron dit qu'il réforme les retraites ? Initialement, il dit que c'est une formule de justice et il dit qu'il y a un risque sur les retraites. Or, il y a un organisme qui suit justement comment se passe le système de retraite français. Et cet organisme dit, mais il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque sur les retraites. Les dépenses sont maîtrisées. On a un léger déficit à un moment. Mais voilà, c'est maîtrisé, quoi. Tu vois, et ça permet à tous les Français déjà de ne pas mourir au travail. Parce que ce que souhaite Emmanuel Macron, c'est rajouter 2 ans de travail aux gens. Ce qui sonne pas comme beaucoup. C'est si tu dis... Non, mais tu sais, si tu dis c'est 2 ans plus, 2 ans en moins pour un truc, c'est long, mais c'est pas... Tu sais, si je te dirais 10 ans, là, les gens vont dire « Oh mon Dieu, c'est une décennie. » 2 ans, tu sais, ça a l'air manageable sur le coup. Mais après... Quand t'as 62 exactement. Ans. Pas quand t'as 62 ans, et surtout pas quand tu sais que qui va être touché majoritairement par cette réforme, c'est ceux qui ont commencé à travailler tôt, donc les plus pauvres, ceux qui ont fait le moins d'études, globalement, tu vois, et les femmes. Parce qu'en plus, cette réforme prévoit de supprimer les trimestres qui t'étaient normalement donnés quand tu as un enfant. Oui, un gouvernement où il y a beaucoup de personnes qui disent « c'est un problème parce que la France, il n'y a pas d'enfants français qui naissent, blablabla, allez les femmes, tu sais, procréer ». Ça veut dire, ouais, mais great, non seulement je me sens forcée à faire quelque chose que, tu sais, peut-être je devrais avoir un choix. Et 2 ans en plus, je vais être pénalisée. Fantastique. Il n'y a rien qui va. Wow. Non, mais du coup, il n'y a rien qui va. Cette réforme n'a pas de justification. Il y a tout le monde qui a débunké en plus un petit peu en expliquant ce qu'il y avait vraiment dans ce projet de loi. Et en gros, il y a vraiment rien d'intéressant dans ce projet de loi. Il n'y a aucun aspect de justice sociale. Il y a très peu d'aspects
de justice budgétaire, parce qu'en plus, ce que disent les analystes économiques, c'est qu'en plus, comme les entreprises n'engagent plus de personnes âgées, où vont finir ces gens-là? Les gens qui ne pourront pas travailler, etc., ils vont finir sur les minima sociaux. C'est-à-dire qu'ils vont coûter presque plus cher que si on les mettait à la retraite. Oui. Tu sais qu'est-ce qui coûte encore plus cher? Vas-y. C'est un ministre qui travaille 20 ans dans la politique, gagne à peu près 7000 quelque chose euros par mois en retraite. Je peux personnellement pas imaginer gagner 7000 piastres par mois, ce serait nice, j'aurais pas besoin de me faire de grand-chose, mais ça, c'est par l'État. Yeah. Ben, you know what? Pourquoi est-ce qu'on coupe pas un peu ça? Yeah. Et là, on redistribue. Peut-être que ces 2 ans, il serait plus un problème, là. On est d'accord. Mais je suis d'accord. Après, il y a ces arguments-là de dire aussi les hommes politiques sont peut-être trop payés, etc. Moi, je sais pas quoi penser de ça parce que... Mais c'est même pas... C'est plutôt que c'est vraiment facile en tant que personne qui sait qu'il va gagner un minimum de, je sais pas, 5000 euros par mois, minimum, venant cette partie-là de tes gains. Mais après ça, tu as peut-être d'autres endroits où tu as mis des investissements, peu importe. Mais que tu sais que tu as un coussin à vie. Oui. De dire aux autres, ben allez, c'est pas grave 2 ans de plus. Ben oui, mais la plupart, ils gagnent vraiment pas ça. Non, mais carrément. Et d'ailleurs, ça met un autre point, c'est que le Sénat lui-même devait se prononcer sur cette réforme-là, tu vois, après l'Assemblée nationale. Et le Sénat a décidé de supprimer, de valider la suppression des régimes spéciaux. Donc ça, en gros, il y a différentes classes de travailleurs qui avaient des petits avantages. Par exemple, je vais le rappeler, mais les égoutiers de Paris, les gens qui travaillent dans les égouts à Paris ont une espérance de vie de 55 ans. Yep. Comment tu peux les faire travailler 62 ans? Leur espérance de vie va que jusque 55 ans. Ouais. Tu sais, ça veut dire qu'il y a un chanceux sur 1000 qui va atteindre ça, alors que tous ses collègues sont morts à 55 ans. Donc du coup, voilà. La réforme précédente, ils ont supprimé ce régime spécial-là, et là, il en restait quelques-uns. Le Sénat a validé la suppression de tous les régimes spéciaux, sauf le sien. Ah, bah c'est gentil! Donc, petit cadeau! Du coup, eux gardent les avantages des sénateurs, tu vois. Bref, donc en gros... Une job très difficile où tu es assis en train de lire des papiers, on s'entend que c'est le même effort physique que travailler dans des égouts. Ouais, alors, on est d'accord. What? En fait, moi, j'irais même pas jusque-là. J'enlève pas la difficulté du travail, et c'est pas pour comparer, mais physiquement, quand t'as quelque chose qui est extrêmement demandant tout le temps, je sais que mon emploi assis à un ordi la majorité du temps est absolument rien comparé à un travail comme ça. Ouais. Comment? C'est juste que... Tu vois, on sait où l'argent se trouve. Et pour moi, même, la question du nombre de parlementaires, de combien sont payés les hommes politiques et tout, tu vois, parce qu'il faut qu'ils fassent bien leur travail. Oui, normalement. Alors, moi, je prends la démocratie directe. Hein. Donc, à la base, voilà, si on considère que ce monde est ce qu'il est avec des représentants... Voilà, c'est ça. Okay. Il faut qu'ils aient de l'argent pour faire leur travail. Yeah. Moi, je pense qu'à terme, il n'y en aura plus besoin, tu vois. Mais l'argent, il y en a énormément. Les gens qui travaillent, comme toi, comme moi, ben, tous les travailleurs, vous qui nous regardez, parce que si vous avez de la rente, vous n'êtes pas sur Twitch ou vous n'écoutez pas des podcasts, d'accord? Vous n'écoutez pas des podcasts politiques de gaucho, hein, clairement. Ou bien si c'est le cas, bah, bienvenue à vous, mais je sais pas si vous foutez là, tu vois. Il y a peut-être Philippe Poutou qui nous écoute. Non mais exact, tu vois. Mais eux, ils n'ont pas de rente. C'est des travailleurs. Philippe Poutou, il est salarié de l'usine Ford à Bordeaux. Donc en gros... si vous êtes des travailleurs, la seule chose qui vous ramène de quoi vivre, c'est votre tête, vos bras et vos jambes. Yep. C'est uniquement ça. Yep. Si vous faites partie des bourgeois ou du capital, vous avez de l'argent qui tombe parce que vous possédez un moyen de production de quelqu'un d'autre. Que ce soit, ça peut être de l'immobilier, mais ça peut aussi être des actions dans des entreprises ou posséder directement l'entreprise elle-même. Donc, si vous faites partie de cette classe-là, vous gagnez de l'argent sans travailler du tout. Yep. Or, s'il y a bien un problème qu'on a tous collectivement, c'est que le travail n'est pas équitablement réparti et que la richesse n'est pas équitablement répartie. Donc, moi, j'ai vraiment énormément de mal avec les gens qui peuvent s'en sortir et vivre des vies simples, faciles, en faisant travailler les autres pour eux. La preuve, c'est que ce qui est en train de se passer là en France, c'est une grève générale, c'est-à-dire une grève dans laquelle les gens essentiels ont arrêté juste de travailler. Et ça fait 10 jours de grève, grève continue, je peux dire. C'est ça. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que le monde se rend compte que s'il n'y a pas ces petits travailleurs-là... si on arrête de ramasser les poubelles, que se passe-t-il? Exactement. Et là c'est ça, tu sais. Et
OK, je comprends le côté de non, mais vraiment, quand même, si on ramasse pas les poubelles, il y a des rats partout, c'est plus de maladies, etc., c'est dangereux. OK, fine. Oui, mais justement, c'est ça le point. Donc, oui, c'est gross et ça pue et c'est peut-être. Ben, c'est clairement pas sanitaire, là, mais comme peut-être que c'est parce que ces emplois sont importants. Même si on veut croire que c'est les gens en bas de l'échelle puis on s'en fout, ben ouais, mais les gens en bas de l'échelle, s'ils la tiennent pas, l'échelle, elle tombe. D'ailleurs, chose dont on est en train de se rendre compte, c'est que tous ces postes-là, ces petits jobs, entre guillemets, sont les plus importants de notre société. Absolument. C'est eux qui font tourner le monde dans lequel nous vivons actuellement. Étrangement, on a l'impression que depuis la mondialisation et la mécanisation, ces jobs-là n'existent plus ou beaucoup moins. Or, on se rend compte que dans nos sociétés modernes, si toutes les personnes qui sont au salaire minimum s'arrêtent de travailler, le monde arrête de tourner. Absolument. Et c'est ça ce qui est en train d'être appliqué en France actuellement, c'est que on est dans une lutte où en gros il faut pas faire grand chose, il suffit de s'arrêter de travailler. Et là le capitalisme, qui est les possédants, qui eux tirent leur richesse du travail des autres, n'ont plus de revenus et non plus de services et non plus rien. Donc il suffit même pas, tu sais, là on est habillé en gilet jaune et tout, faut montrer qu'on est présent. Mais la meilleure manière de faire ça et de changer le monde, c'est aussi de s'arrêter de travailler, de faire un pas de côté et de se dire: est-ce qu'on peut pas créer un monde un peu différent, tu vois, de celui qui est là? Est-ce que je ne mérite pas, parce que je travaille énormément, est-ce que je mérite pas un moment d'avoir un temps dans ma vie pendant lequel je suis pas malade, j'ai pas mal au dos, je suis en bonne santé, et pourtant l'effort que j'aurais donné toute ma vie à la société me sera redonné sous forme de retraite à un moment où je serai encore en vie. Or, ce que propose Emmanuel Macron dans son projet, c'est pas ça. Et les arguments qu'il avance à chaque fois sont nuls. Donc, le peuple est en train de lui dire non. Emmanuel Macron, après que le Sénat ait fait cette connerie là de pas supprimer son truc et tout, c'est revenu à l'Assemblée nationale avant-hier, non, hier matin. Oui. Et après que ce gouvernement-là ait dit de façon assez répétée, non, on va pas utiliser le 49.3. Non, ça va être débattu, ça va être voté. Vote. Bien sûr, les gens vont voter pour parce que notre réforme est incroyable, mais on va forcer personne. Exactement. Or, ils ont fait les comptes un petit peu et ils se sont rendus compte que ils n'étaient pas forcément majoritaires à l'Assemblée. Et donc, ils ont choisi de ne pas prendre de risques. Et Emmanuel Macron a demandé à Elisabeth Borne, la Première ministre, d'engager la responsabilité du gouvernement et donc de déclencher un 49.3, un 11e pour ce mandat-ci. Ça fait énormément. Et là, les gens qui étaient déjà en grève, etc., ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est exactement l'image qu'on est en train de voir. On est clairement dans le cadre de Emmanuel Macron, le pyromane. Tout le monde essaie de lui dire que ça va péter. Tout le monde essaie de lui dire que cette réforme est injuste, qu'elle ne marche pas. Et lui, il persiste et il signe avec cette chose-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? La France va commencer à se couvrir d'ordures. Il n'y aura plus d'essence dans les citernes parce que tous les ports sont bloqués, toutes les raffineries sont bloquées. Les professeurs ne prennent plus les enfants et ont arrêté de travailler. Et donc ça commence à laisser pas mal de temps pour tout le monde pour réfléchir à un monde un peu différent. Et il y a des rassemblements spontanés tous les soirs qui vont commencer à être organisés, et notamment un sur la place de la Concorde à Paris qui commence à être pas mal. Là, je suivais un petit peu les dernières actualités. Les lycéens commencent à bloquer leur lycée, les universités aussi. Tout le monde est dans la lutte. Et malheureusement, ce qui permet à Emmanuel Macron d'être encore debout actuellement, c'est la police. Et seulement, plus on continue la lutte, plus aussi les policiers vont se fatiguer. Imaginez-les travailler 24 heures sur 24 parce qu'il y a des grévistes, parce qu'il y a des universités à les débloquer, etc. Parce que c'est des... ils vont se prendre des pavés sur la gueule. C'est pas un métier agréable. Non, mais c'est sûr. Elle a choisi, mec. Ou fille. Même chose. Mais en gros, même ces gens-là vont se mettre pas mal en arrêt. Ils vont avoir envie de repos, etc. Donc, il faut qu'on tienne suffisamment longtemps pour que la police en ait marre aussi de défendre Emmanuel Macron et qu'on soit capable d'avancer petit à petit et juste de dire... Parce qu'il y a eu des slogans, c'était marrant. Hier, en train de Twitter, il y avait « Révolution, Louis XVI, 49.3 et retraite ». Alors, il n'y a pas besoin d'en arriver jusqu'à Louis XVI. C'est Emmanuel Macron, il n'y a pas besoin de le décapiter ou quoi que ce soit. Tu vois, on n'en est pas là. Il suffit juste de lui dire il faut partir. Il faut partir. Il faut arrêter tes projets-là. On peut faire autre chose. Et notamment, une des choses que l'on peut faire, c'est retourner à la retraite à 60 ans parce que c'est finançable et parce que de l'argent, il y en a. Il y en a énormément qui s'évadent au niveau des paradis fiscaux en France et on a les moyens d'aller les chercher. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter, ça a été une partie un peu longue, mais c'était important de le faire parce qu'on est peut-être en train de vivre une micro-révolution. Non, mais c'est vraiment intéressant à suivre et à voir et à...
Ben, c'est ça. On est en train de vivre un truc en France. Si c'est pas important. inspirant, dépendant de... Ben, vous pouvez trouver ça juste inintéressant comme truc qui se passe, mais c'est au moins intriguant de voir comment les gens y réagissent. Exactement. Mon affiche préférée que j'ai vue l'autre jour, c'est « Si on voulait se faire baiser par le gouvernement, on aurait voté pour Brad Pitt. » C'est comme une vieille madame avec son poster, là. C'était fantastique. Je suis comme « Oui, madame. » Nice. Donc voilà. Bon courage à tous les gens qui luttent, les lycéens, les universitaires, mais surtout les travailleurs, tous les gens qui sont en grève actuellement, qui vont pas toucher leur salaire pour permettre à tout le monde d'avoir une retraite à 62 ans et espérer peut-être avoir une retraite à 60 ans si on fait tomber le gouvernement. Voilà, j'ai bien kiffé. Voilà. Bonne chance tout le monde. Bonne chance tout le monde. On peut pas faire grand-chose d'ici, mais on a nos gilets jaunes. On vous soutient et ne lâchez rien, continuez. Yes. Parce que c'est nice. Right. On continue sur des choses super joyeuses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, donc, il y a, tu sais, des fois, les banques, ben, en fait, ça se passe mal et elles ferment. Et en fait, ben, quand une banque fait banqueroute, ben, c'est un peu la merde. OK. Voilà. Et puis, ben, en fait, des fois, le gouvernement, il choisit de s'en occuper à la place. Et en fait, ben, ça veut dire que si tu as une banque et elle fonctionne pas, ben, c'est pas grave. Nice! On devrait ouvrir une banque demain. C'est vraiment nice ce que tu dis. Alors, ça rappelle quelque chose que je trouve très intéressant. Donc là, on vous parle bien sûr de la faillite de la Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank, c'est une banque pour en petite entreprise, pour jeunes pousses, start-up. C'est ça. Où en gros, les start-up californiennes, souvent, vont pouvoir aller emprunter de l'argent pour se développer. Exact. C'est une banque qui a vraiment grandi pendant la pandémie, quand il y a eu un gros boom de cette industrie de start-up, de la tech, parce que ben, les gens avaient le temps, ils voyaient le besoin ou l'intérêt du public. Il y a du bon et du mauvais à Silicon Valley. On voit que ça devient de plus en plus une bulle qui continue de grossir, mais qui a méga des problèmes, que évidemment tout centralisé à un endroit, surtout d'une culture de l'innovation, mais dans une vision très spécifique de l'innovation. C'est peut-être pas la meilleure chose. Il y a aussi beaucoup de... c'est quoi des venture capitalists en français? Des investisseurs, mais tu sais, professionnels. Là. C'est vraiment de faire du capital, d'aller chercher ou faire du capital dans quoi, investir pour faire un maximum d'argent ou contrôler un maximum d'une startup, justement. Donc, il y a aussi un gros morceau de Silicon Valley qu'on n'en parle pas trop, mais c'est une grosse partie, c'est ça. C'est pas seulement de la tech. Alors, c'est deux mondes qui existent, qui, des fois, ça peut donner de l'intéressant, mais des fois, ça peut donner vraiment des trucs très problématiques, comme on le voit là. Donc, la banque a fait banqueroute. Ou de ce que j'ai compris, d'un seul coup, il y a eu une genre de panique de la part des personnes qui avaient leur argent là. Ils ont commencé à sortir. Et quand tout le monde sort son argent, la banque, en fait, elle n'en a pas plus d'argent. Alors, la différence avec ce qui s'est passé en 2008, donc le crash qui était relié au... Subprimes? Ouais, aux hypothèques subprime. Donc, c'est un truc compliqué, mais en gros, les banques ont dit qu'elles avaient de l'argent qu'elles ne savaient pas et ont fait faillite. Et le gouvernement, plutôt qu'avoir au moins des conséquences sur les personnes qui avaient laissé ça se passer... Parce que je comprends que tu peux pas nécessairement laisser une banque fermée si tout le monde a mis leur argent là et c'est ça, le mec qui met tout son argent qu'il a gagné pendant toute sa vie là-dedans, tu peux pas non plus le laisser à la rue en lui disant bon, ton argent a disparu. Mais le gouvernement a dit ça va, on vous donne le cash, on s'en occupe et les banques vont continuer à gérer, il n'y a pas de problème, personne n'est allé en prison, etc. Il y a juste les dirigeants de JP Morgan qui ont Morgan Stanley, Chase, qui ont été... ils ont terminé en cours. Ouais, c'est mais, ça. Ouais. Bon, en gros... et donc, la différence avec Silicon Valley Bank, de ce que j'ai compris à date, c'est que le gouvernement américain, ce qu'ils ont remboursé, c'est vraiment l'argent des personnes qui avaient mis leur cash dans la banque et le reste, ils se sont fait virer, etc. Donc, au moins, c'est pas la même chose.
Je dis pas que c'est super, évidemment, mais c'est pas au même niveau de dégueulasse. Ce qui se passe, et pourquoi on dit l'aube d'une nouvelle crise potentielle, c'est que les banques sont toutes interconnectées. Et comme on l'a vu dans la crise des subprimes, c'est que les banques parient les unes contre les autres sur des... Alors là, c'était des hypothèques, tu vois. C'est ça, mais la capacité de payer des gens, et là, on disait à quelqu'un qui gagne clairement pas assez pour payer une maison de $1 demi-million, par exemple, ben ils vont dire, moi, je pense que la personne va payer, je pense que la personne ne va pas payer. Et si la personne fait banqueroute et paye pas, ben toi, tu te fais du cash, ce qui est premièrement dégueulasse, clairement. Mais aussi, ben, c'est pas gérable, ça va pas continuer. Il y a un moment où ça crash. Et aussi parce qu'on arrivait en 2008 à un moment aussi où, qui continue là maintenant, c'est où les travailleurs ont de plus en plus de mal à payer aussi leur maison, etc. Donc, le travail ne paye plus assez par rapport au capital. C'est ça. Et donc, des crises comme celle-là, le capitalisme est habitué, le capitalisme ne vit que de crises, et pour se renouveler à chaque fois, il faut qu'il puisse raser, comme on va appeler ça, tu vois, il va raser la population générale pour essayer d'aller tirer des avantages. Et comment ça se traduit, ça ? Il y a une maxime qui est qui décrit bien ça, c'est que le capitalisme et le néolibéralisme, c'est assez simple, il suffit de privatiser les profits, c'est ça son objectif, c'est-à-dire que les profits qui sont faits d'une société en général qui produit des richesses iront dans les poches personnelles des gens, mais par contre, s'il y a des pertes, il faut que ce soit tout le monde qui paye. Donc on dit privatiser les profits, nationaliser les pertes ou socialiser les pertes, c'est une manière de dire, les riches, vous ne prenez pas vraiment de risque en fait, puisque s'il y a de l'argent bonus qui est créé, c'est pour vous. Par contre, s'il y a des pertes, c'est les banques centrales et donc les pays et donc les habitants des pays qui vont payer pour vous. Donc c'est là où aussi le capitalisme néolibéral se mord la queue, c'est qu'il vante cette idée que quand tu prends des risques en tant qu'entrepreneur, tu dois être rémunéré sur les risques que tu as pris. Yes. Mais finalement, quand tu te foires, il n'y a pas de risque qui est pris puisque tu es remboursé par la société. Du coup, c'est un nouveau mensonge du capital, une nouvelle crise. Et ce qui est en train de se passer là, c'est que les gens essaient de voir un petit peu quelles sont les implications entre la Silicon Valley Bank et d'autres banques pour voir si cette faillite va avoir un impact. Il y a notamment le Crédit Suisse qui est tombé en bourse de 30% mais qui les a regagnés après les annonces de Joe Biden. Mais globalement, est-ce qu'on est sur un type de faillite qui peut continuer ? Absolument. Il y a aussi une chose intéressante, c'est qu'il y a des banques, on n'a pas les moyens de les laisser tomber. C'est ça, mais c'est ça. Parce qu'elles sont ce qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire qu'elles-mêmes garantissent le fonctionnement de la société. Voilà. Et donc, les laisser tomber et les laisser mourir voudrait dire annuler une grande part de l'argent qui est en circulation actuellement et donc de retravailler autrement. Moi, à titre perso, je suis pas mal chaud. Voilà. Je suis pas mal chaud pour qu'on fasse tout retomber à plat parce que... l'argent... Tu veux faire un CTRL-Z dessus ? Exact. Moi, les banques, ça me tente, tu vois. Non, mais par exemple, qu'est-ce qui, dans votre vie, change entre le travail que vous faites, la vie que vous menez, qu'il y ait une immense banque qui a énormément d'argent ? L'argent, actuellement, ce n'est que des lignes dans un tableau Excel. Il n'y a rien d'autre. Avant, il y avait l'argent qui était indexé sur l'or que les banques centrales avaient dans leurs réserves. Actuellement, l'argent n'est même plus indexé sur l'or. C'est-à-dire que c'est les banques privées qui impriment de la monnaie sous forme de crédit qu'ils font à des gens. Les cartes de crédit, mais aussi les hypothèques, les prêts de voiture, etc. Donc, qu'est-ce que ça changerait qu'il n'y ait plus d'argent ? Absolument. Intimement, j'ai pas l'impression que ça changerait grand-chose pour moi, tu vois. On pourrait très bien reset le système. Il devrait pas y avoir énormément de problèmes. Alors, mais il y a des investisseurs qui perdraient de l'argent parce que c'est aussi un emploi avec des énormes guillemets, s'il vous plaît, là, de faire des investissements sur l'indexation des différentes monnaies pour ensuite revendre dans une autre monnaie et se faire du profit cash. Comme ça. Ça veut dire que ces gens font méga de l'argent à travers leur journée à cliquer sur des trucs en mettant les gens qui gagnent peu ou qui ont des monnaies qui valent moins. Exactement. Tout en bas. Exactement. En bas. Ah, tu vaux rien, je vais acheter plein de ton argent. Là, ça vaut plus. Je vais tout le revendre, ça vaut encore moins. Exact. Merci. Il y a Chris Robbins qui nous demande, qui dit qu'il s'est abonné, déjà c'est nice. On reset le système et puis quoi ? On recommence ? Non, on peut recommencer d'une manière différente. Par exemple, les travailleurs devraient être capables de gagner suffisamment bien leur vie. Et pour moi, je pense que tu penses à peu près le même genre de truc, mais il ne doit pas y avoir de parasites. C'est-à-dire de ne pas avoir de parasites, c'est-à-dire d'avoir des gens qui
des gens riches qui gagnent leur vie en possédant les entreprises des autres et en faisant travailler les autres pour eux. Je parle pas bien sûr des gens qui ont des défis sociaux, tu vois. Non. Ce qu'il faut, c'est partager le travail, tous en faire une part, et pas que tu puisses t'évader tranquille, tu vois, du système. Donc ça demande juste de partager un petit peu le travail. On parle pas juste non plus du patron d'une business locale. Ah ben pas du tout, où il y a quelqu'un qui a besoin de s'occuper du fonctionnement du truc. OK. On parle de la personne qui a acheté cette business-là et puis qui en a acheté une autre et qui en a acheté une autre et qui garde les profits. Exact. Puis en fait, que sa job à lui, c'est d'avoir acheté des choses et de garder les profits. Exact. On va en parler un petit peu, en fait, de quelqu'un qui fait ça, mais après, mais c'est cette vision-là plutôt des parasites où... Et en plus, vont tirer à mort sur le salariat en n'offrant pas des conditions de travail acceptables. Exact. C'est ça aussi. Si toi, tu veux te faire du profit sur le travail des autres, ça veut dire que tu dois les payer un peu moins que ce que vaut leur travail. Oui. C'est-à-dire que tu dois voler les travailleurs pour que toi-même, tu puisses en vivre, puisque toi, tu ne travailles pas. Donc, du coup, voilà, quoi. Ce sera ça. Question pour Brenna. Cool. Brenna, elle nous rejoint en deuxième partie. Yes. Elle nous rejoint en deuxième partie, Brenna. On parlera écologie. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, bon, bref. Donc, du coup, les banques sont... Mélo. Vas-y. On regarde ta question pour Mélo. Oh, non, Brenna. OK, non. OK. C'est correct, prends ton temps à écrire ta question. C'est OK, Chris. On prend le temps. De toute façon, nous, on est là. On a le temps. Petit racisme. En Tunisie, je voulais juste faire un petit truc là-dessus. Le président tunisien a fait une sortie un peu importante sur la présence de réfugiés qui viendraient du sud du Sahara. La Tunisie, pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le Maghreb, c'est-à-dire c'est l'Afrique du Nord. La Tunisie est un pays pas mal à majorité francophone, clairement, comme l'Algérie et le Maroc, même s'ils ne font pas tous partie de la francophonie at large. Mais en gros, pourquoi on en parle ? Parce que le président actuel a fait une sortie très violente sur les réfugiés du sud du Sahara. Et actuellement, en tout cas, ça date du 21 février, et la population en est venue à mener des sortes de ratonnades, énormément de violences racistes qui s'est déroulée, tu vois, entre Tunisiens et du coup immigrés, réfugiés du sud du Sahara. Et donc, ça demandait vraiment voilà. Ce qui est en train de se passer est chaud. Et donc, c'était clairement des messages contre les personnes noires, les personnes à peau foncée. Vu que il y a cette division juste géographique où il y a des différents groupes qui y habitent, puis c'est du côté du Sahara qu'il y a des gens avec la peau plus foncée qui viennent, c'est juste un fait. Mais à cause de ça, ils sont visés. Et clairement, c'est inacceptable, mais à suivre. Mais bon, le fait que Amnesty International a fait un petit appel... C'est pas rassurant. Non, on espère que ça va aller. Parce que c'est une situation vraiment compliquée. Et je l'ai pas mis dans les news, mais il y a aussi quelque chose d'important. C'est le fait qu'il y a de plus en plus d'attaques djihadistes dans le sud du Sahara. Et c'est la première fois où au Togo, il y a eu une attaque pas mal meurtrière qui s'est déroulée. Pareil au Burkina Faso, au Cameroun et aussi au Mali. Donc du coup, des réfugiés, il va y en avoir de plus en plus dans ces aires-là. Du coup, il va falloir penser autrement la question de la migration sécuritaire parce que la situation là-bas est assez complexe en fait. Deux bonnes nouvelles, Mélo. Donc, au Canada, il y a 3 partis politiques majeurs. Je veux dire, il y en a quelques-uns d'autres, mais donc il y a les libéraux qui sont centre-gauche, économique, droite, sociale-gauche. Ouais. Mais quand même, bon, plus... c'est des pro-business, hein. Oui. Mais voilà, donc disons un peu plus progressif. Il y a les conservateurs qui ne le sont pas et qui sont clairement économiquement à droite. Et il y a le nouveau Parti démocrate qui, eux, sont beaucoup plus à gauche, mais surtout pro-équité et protection sociale, etc. Ils ont d'autres choses, mais ils sont très, très axés là-dessus, surtout dans les débats. Et donc, leur leader, Jagmeet Singh, je suis encore triste qu'il n'est pas premier ministre, mais bon, peut-être un jour. Mais enfin, lui, il n'a pas peur de dénoncer les choses. Puis, il y a le gérant de Loblaws, qui est
et une gigantesque entreprise tentaculaire, pas juste au Canada, j'assume, là, c'est probablement plus large, mais au Canada, ils ont donc des chaînes de supermarchés où beaucoup de Canadiens dépendent de ça pour aller chercher de la nourriture, ce qui est un peu important. Ça a des services médicaux, donc il y a pas des studios, mais des endroits de physio. Des cliniques? Des cliniques, merci. Des services de santé, etc. Il y a vraiment beaucoup de différentes industries qui sont reliées à Loblaws et Galen Weston, qui est le manager, le boss de ça, il se fait des petits milliards tranquilles. Merci pour la pandémie. Et là, en fait, les coûts de la nourriture continuent à augmenter, de la nourriture que tout le monde a besoin pour vivre, on s'entend. Et en fait, ils font des bénéfices, mais plus hauts qu'ils n'ont jamais fait, là. C'est des bénéfices records. Donc, il y a la question du est-ce que c'est éthique, est-ce que vous devriez même avoir le droit d'augmenter le prix de la nourriture. On parle pas de caviar, là, on parle de pain et de beurre, tu sais, on parle de base, là. Oui. Et c'est ça, il a été donc questionné par des politiques et Jack Mead, lui, lui a dit, tu sais, mais peux-tu m'expliquer comment est-ce que tu peux justifier ça? Et là, il y a l'autre, mais tu sais, ça coûte cher de gérer une entreprise, il y a plein de choses à payer, blablabla. Et l'interview au complet est fantastique, mais tu sais, il l'interrompt et lui dit, non, vous faites des bénéfices records et il y a des gens qui peuvent pas donner à manger à leurs enfants tout de suite, ou ils mangent un repas sur 2. Exact. What is happening? En tout cas, moi là, écouter ça m'a donné un peu espoir où il y a quand même des gens en politique qui pensent à ça et qui trouvent ça important de dire aux milliardaires, hey, non, clairement, c'est inacceptable que toi, tu te remplisses les poches pendant qu'il y a des gens qui sont littéralement en train de crever de faim, même s'ils travaillent, même si, tu sais, ils sont actifs dans la société et tout, d'une façon ou d'une autre, et ils peuvent pas se nourrir eux ou nourrir leurs enfants. Donc, en tout cas, c'est... Le milliardaire, c'est pas la bonne nouvelle, évidemment. mais bon, le fait que le NPD commence à dire, selon moi, les vrais mots et s'attaquer au capital. C'est ça, il le dit très clairement. Et ça, c'était intéressant. Ça m'a fait du bien de l'écouter. Deuxième bonne news. Les drag queens acadiennes s'exportent bien. Il y a un show demain soir à Paris de Samy Landry et Chiquita Mère qui sont... deux de nos drags, enfin en tout cas... on les aime beaucoup. Deux de mes drags préférés, franchement, best. Si vous les suivez pas, franchement, si vous voulez découvrir... Alors, moi je vais confesser un petit truc. Je ne connaissais pas du tout l'univers drag avant d'arriver au Canada. Je savais pas trop de quoi ça parlait. Je regardais ça d'un œil en me disant, c'est sûrement un délire, mais c'est pas le mien. Puis voilà, tu vois. Depuis que je suis tombé là-dedans... depuis que j'ai compris ce que c'était, tu vois. Oh mon Dieu, qu'est-ce que... Je kiffe parce que c'est une manière aussi, tu vois, de voir des gens vivre leur excentricité comme ils le souhaitent dans la fête et dans le truc. Et je vais le répéter. Puis tu peux aussi dénoncer des trucs dans l'humour, right? C'est la même idée que faire de l'humour en stand-up, mais là, c'est une autre forme d'art de la scène, d'art du spectacle. Et en même temps, tu ris, mais en entendant aussi des vraies choses, et c'est super important. Donc, elles seront toutes les deux présentes, donc Chiquita Mère et Samy Landry, donc demain, samedi 18 mars, à l'Œil Club, de 0 à 6 heures. Et c'est dans le cadre d'une soirée sur les droits LGBT, avec surtout spécial États-Unis ou Amérique du Nord. C'est ça. Et donc, du coup, à mon avis, nous, on est au Canada, donc on peut pas vivre ça. Et pour les gens qui nous écoutent et qui pourraient être à Paris dans le coin, là... on recommande. Les ce deux sera une personnages, bonne soirée, OK? Et suivez-les sur Instagram aussi. Mon Dieu, si vous voulez juste rire... Oh mon Dieu. Donc, Chiquita Mère et Samy Landry, tout collé. Mon Dieu, vous allez rire. Voilà. Je pense qu'on est bon pour cette première partie d'émission. Merci encore pour le chandail. De rien. C'est notre fashion look pour, Exactement. pour l'émission. Donc, on le garde ou pas? Je sais pas pour la deuxième partie. On verra. Suspense pour ceux qui regardent. On verra. Mais tu sais... oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. En fait, carrément, je m'attendais pas. Carrément. Puis tu me vois bien, puis je te vois bien. Du coup, c'est nice. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve d'ici un petit 5-6 minutes avec Brenna, qui travaille pour le Ecologic Action Center
Ecology Action Center, pardon. Qui est un ONG en Nouvelle-Écosse qui donc fait plein de différents projets et de travail, mais sur l'écologie, clairement. Axé sur la Nouvelle-Écosse, mais aussi plus large. Donc, autant conservation que... Là, on va parler de transition énergétique, qui est super intéressant. Mais ils font plein de trucs. Ils sont très cool. Je suis très contente que quelqu'un de leur équipe veuille nous parler et puisse nous parler en français. En français. Mon Dieu. Alors, il reste 1 minute. Oui. Je chiale pendant 1 minute sur le fait qu'on n'ait toujours pas le plan provincial de la Nouvelle-Écosse en français. Le plan climat provincial qui est sorti il y a 4 mois. Ouais. On n'a toujours pas la version en français. Du coup, ça fait que voilà, on est un petit peu énervé. Bah, comment tu veux qu'on bosse en plus Ce serait nice d'avoir la ressource dont on a besoin pour travailler, pour ça. Pour Voilà. mener des projets, trouver des financements. Parce qu'on va en avoir besoin. Ok, on se fait une petite pause et on se retrouve d'ici 5-6 minutes avec Brenna.